Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Salut Matt, comment vas-tu? Salut Raph, ça va et toi? Ça va très bien. Euh, on est dans un épisode sponsorisé par Nike et Umbro, je vois. Oui, 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 oui. D'ailleurs, il faut pas qu'ils oublient d'envoyer le chèque. Oui, 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 oui. On les remercie pour ce partenariat. Ils sont peut-être pas forcément au courant, mais si jamais ils le voient, ça serait bien quand même de nous soutenir, hein, les gars. Soyez généreux. D'ailleurs, Umbro, pétard, je me souviens, moi, il y a cette marque, elle a un côté Madeleine de Proust. C'était mon premier maillot de foot. C'était Oh. Umbro, mon short de foot. Il était blanc avec le logo noir. Et Hmm. ça, ce short de foot, je m'en souviens. Voilà. Voilà. C'était super intéressant, très utile. Comme d'hab, on soigne nos entrées. On se réjouit de vous trouver, les amis, pour continuer de travailler avec vous sur le sujet de la masculinité. Et on va s'intéresser aujourd'hui à comment les choses ont commencé à déraper, comment la masculinité a commencé à devenir toxique, comment les hommes euh, ont séparé le fait d'être un homme bon et d'être un bonhomme, un vrai homme ou un homme bon. Voilà, on poursuit notre réflexion sur le livre de Nancy Percy, Toxic War on Masculinity. Vous avez tous les épisodes qui précèdent qui sont dans la playlist, que ce soit sur podcast, YouTube, etc. D'ailleurs, on vous encourage à vous abonner, comme ça vous ne ratez rien. Et si l'épisode vous encourage, n'hésitez pas à le partager, ça nous aide aussi à faire connaître le ministère de TPSG. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il reste encore quelques places pour le camp TPSG, Matt. Ouais, c'est ça. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre pour cette semaine de formation, on vous rappelle le thème. Le thème sera le salut. Raph et moi, on va parler du salut euh, accompli et appliqué. Et ensuite, Franck Segon, enfin, et en même temps, dans la semaine, Franck Segon nous parlera du salut annoncé. Donc réfléchir sur l'évangélisation. Donc une dimension un petit peu plus théologie systématique, bien qu'on va réfléchir tout au long de la semaine aux implications pastorales et apologétiques. Et puis un cours un petit peu plus pratique avec Franck. Donc si ça vous botte, il reste encore des places. Vous pouvez vous inscrire en dernière minute. Les En famille. informations sont sur en famille, ouais. Donc les enfants sont pris en charge, il y a des activités pour toute la famille. C'est vraiment une semaine ressourçante et rafraîchissante. Toutes les infos sont sur le site de toutpoursagloire.com ou alors sur le site de Teen Ranch. Vous trouvez aussi les infos sur ce séjour. On va vous mettre aussi ça, bien sûr, en description. Ouais. On a aussi le Telegram de Memento Mori. Là aussi, ça concerne nous, hein, ce qu'on fait dans Memento Mori, où on partage des ressources, des choses qu'on trouve utiles, etc. Et si vous voulez rejoindre le groupe, vous avez tout en lien de description, YouTube, podcast sur le site TPSG. Enfin bref, on est de partout. On est là et on se réjouit de ça. Du coup, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous avions vu jusqu'à présent avec Nancy Percy, d'abord, on avait fait un petit peu un constat euh, sur la masculinité toxique avec elle. Et en fait, on a ensuite développé finalement comment on en est, enfin, ce que ça produit dans notre société. Et on a revenu ensuite avec elle dans un travail un peu plus historique sur en fait comment la masculinité a été comprise dans le temps. Alors, Nancy Percy inscrit sa période de travail à partir en fait de la colonisation, hein, de la création, enfin l'arrivée des colons en Amérique. J'allais dire aux États-Unis, mais non, ça allait devenir les États-Unis plus tard, mais l'arrivée des colons en Amérique et comment d'abord les chrétiens
les hommes chrétiens voyaient leur rôle et comprenaient leur rôle, et finalement, et aussi comment le mariage était compris à cette époque chez eux, comment ils comprenaient aussi le rôle de la femme, etc. Et on voit, et en gros, pour faire simple, hein, ce qu'on avait vu, c'était que on était dans un script, une vision de la masculinité qui n'était pas celle d'aujourd'hui. La masculinité qui s'inscrivait dans un cadre chrétien, une vision biblique du monde, était une masculinité qui n'était pas toxique, qui portait d'une manière générale, hein, bien sûr, dans la société de bons fruits. Et puis, euh, à partir de ce qu'on va voir aujourd'hui, on va s'intéresser avec l'auteur Nancy Percy sur comment la masculinité a commencé à devenir toxique. Euh, et elle fixe le début de la problématique à la période de l'industrialisation. Ouais, c'est ça, elle marque un tournant fort à la période de l'industrialisation. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, facteurs qu'on va développer aujourd'hui. Par exemple, le fait qu'on est passé d'une économie familiale à une économie industrielle, ce qui a changé le visage du travail, mais aussi l'économie de la famille. C'est-à-dire que on avait vu la dernière fois que la plupart des gens, alors la plupart des gens étaient agriculteurs et ceux qui étaient artisans ou qui avaient d'autres métiers, souvent travaillaient dans un atelier qui était accolé ou dans la maison. Et donc il y avait une intégration extrêmement forte entre le travail et la famille. Euh, et c'est toute la maisonnée qui participait à l'économie familiale, la femme et les enfants. Et, et là, on a une rupture à la fois au niveau économique, puisque l'économie se déplace. Elle n'est plus à la maison, elle est dans les usines. Mais aussi, on a une rupture du lien familial, Mm. puisque les pères ne sont plus toute la journée dans ou autour de la famille à travailler et à travailler avec et dans la famille, mais ils partent le matin et ils rentrent le soir. C'est le début du modèle tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, où Oui, le travail complètement. s'est externalisé. Euh, et ça a eu donc des conséquences non seulement sur le travail, sur la famille, mais aussi sur les hommes et les femmes. Et on va le voir, et c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, moi, dans ce chapitre. C'est Ouais, justement de voir toutes les ramifications euh, et ouais, tout ce que ça a engendré. ouais. Alors, moi aussi, franchement, il m'a bien plu ce chapitre. Je le trouve vraiment intéressant pour montrer l'évolution en fait et l'impact de l'industrialisation. Et c'est vrai on entend peu parler, il me semble, quand le sujet est abordé dans les cours d'histoire ou tout ça, on parle beaucoup des implications sociétales, macro-sociétales, mais on parle peu de l'implication sur la notion de la famille qui est vraiment importante. Et effectivement, donc le déplacement du lieu de travail a des implications sociales très importantes au niveau de la famille. Euh, Elle en énumère plusieurs. Il y a déjà le fait que le travail était avant intégré à la vie. On travaillait sur ses terres, dans son foyer, comme tu disais, et avec le fait que les hommes doivent se déplacer pour aller sur les grands chantiers ou dans les usines, il ne l'est plus. Euh, Avant, les hommes travaillaient avec les personnes avec qui ils avaient un lien social très fort, leur famille et puis leur voisinage, et des gens qu'ils aimaient. Et puis, ça va plus être le cas avec avec l'industrialisation. Et les maris ne vont voir leur famille, leurs enfants de façon que de façon épisodique, quoi. C'est-à-dire à des moments le soir
Et le week-end et même le soir, tu avais beaucoup d'hommes qui partaient à la semaine travailler sur les chantiers, qui ne rentraient pas chez eux et qui finalement voyaient leurs femmes, même des fois qui partaient plusieurs mois pour des missions de travail sur des grands chantiers loin de chez eux et qui rentraient du coup beaucoup plus rarement. Et du coup, on voit qu'en tant que père, bah, ils ne s'occupent plus de l'éducation de leurs enfants. Alors qu'avant, le fait de travailler à la maison avec leurs enfants, il y avait un levier euh, hyper important pour l'éducation et qui leur permettait de leur transmettre beaucoup de choses et qui les unissait. Euh, et on voit que les enfants ne savent plus ce que font leurs pères. C'est un travail qui est loin et en fait la vie de leur père devient un peu énigmatique. C'est un personnage finalement presque extérieur à la famille, quoi. Le père, il rentre le soir, il a son travail et tu sais pas trop ce qu'il fait. Je pense que c'est presque pire aujourd'hui où avec la tertiarisation, tertiarisation, Tu dis atomisation du travail, tu vas dire la même chose plus vite. ouais, voilà. Bref, même donc, en gros, qu'on est dans une société de services tertiaires avec le numérique aujourd'hui, où quand ton père il est community manager ou responsable de network de machin, enfin tu vois, c'est quoi ces métiers tu vois, encore il était charpentier à la maison, il est à l'autre bout du pays, tu comprends ce que c'est. Moi, je pense que c'est encore pire pour que les gamins comprennent ce que font leurs parents, quoi. Ouais, Euh, c'est clair. euh, voilà. Et puis, bien sûr, aussi bah, une érosion des couples, hein. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion euh, en le lisant, ça serait intéressant d'avoir le lien entre l'adultère et l'extériorisation du travail. On sait que Hmm, beaucoup d'adultères se passent sur le lieu de travail. C'est les collègues de travail avec qui on trompe son conjoint, premièrement. Et je pense que ça a dû avoir un impact vraiment très fort. Même si à l'époque, je pense que les métiers étaient assez les hommes travaillaient beaucoup entre eux et les femmes entre eux, mais je pense que l'externalisation du travail du foyer n'a pas aidé pour la fidélité dans les couples. Ça, je pense c'est que c'est le clair. moins qu'on puisse dire. C'est clair. Et il y a autre chose qui est né aussi de l'industrialisation, c'est le rapport de l'homme au travail. Euh, et aussi le fait que ben, dans l'économie familiale, quand le père travaille à son exploitation ou à son atelier, etc., il est pas dans une économie de marché. Il pourvoit un service et il fait partie d'une communauté où il est reconnu justement pour le service qu'il pourvoit, etc. Alors que dans l'économie industrielle, euh, le, l'homme devient un employé et donc euh, ça crée une compétition qui naît, et ça nourrit un égoïsme, qui naît aussi de la philosophie utilitarienne et de l'économie de marché. C'est c'est ce que Percy souligne en citant Marx. Il dit l'économie industrielle ne laisse d'autre lien entre l'homme et l'homme que l'intérêt personnel nu, le paiement en espèces sans état d'âme. Et elle noie tous les autres liens humains dans l'eau glacée du calcul égoïste. Et donc on voit que les rapports entre les différents hommes au sein de de l'usine et du monde du travail fait que les uns sont en compétition avec les autres. Et donc c'est ça notamment qui a aussi précipité le changement de mentalité par rapport à la masculinité, puisqu'on le verra plus tard. Euh, quand le travail était dans la famille, euh, eh bien, c'était simple d'associer au travail des vertus, comme ce qu'on Mm, avait développé la dernière fois, le service, le soin, le travail dur, etc. mm, Là, si on déplace ça et que à la fois il y a comme tu dis, une rupture avec la famille, mais aussi que d'un coup on est en compétition les uns avec les autres, eh bien, c'est plus le service qui va primer, mais c'est plutôt la compétitivité. Je dois être plus performant qu'un autre parce que je veux garder ma place. c'est ça. Et donc ça va aussi changer.
le rapport de l'homme à son travail va changer ce qui va définir la masculinité. Et là, Ouais, on revient aussi à quelque chose, c'est que euh, il y a un lien intrinsèque entre la masculinité, la famille et le travail. ouais, Et là, on retrouve quelque chose de fondamental dans notre vision du monde, c'est que le, la famille et le travail sont les ordonnances créationnelles données par Dieu à la création pour la réalisation du mandat culturel. Euh, Dieu a donné la famille et le travail à l'homme et la femme pour accomplir ce qu'il leur demande, c'est-à-dire se multiplier et dominer la terre. Et dès qu'on crée à l'intérieur des ruptures, eh bien, on voit que c'est compliqué de garder cet équilibre et même de considérer finalement euh, qu'on doit poursuivre la gloire de Dieu à la fois dans le mariage et à la fois dans le travail. Euh, C'était possible quand au sein du foyer, enfin en tout cas c'était plus simple quand au sein du foyer, on avait une vision du monde qui normait à la fois la vie de famille et en même temps le travail. Ici, ouais, on divorce un petit peu les deux et comme le souligne Percy un peu plus tard, la sécularisation fait aussi que ben, c'est le profit qui est la norme suprême de l'industrie. Euh, et c'est pas le bien de la famille. Et donc, le plus la plus grande qualité, c'est pas le service, ce qui était la qualité suprême, la vertu suprême, le, 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 le sacrifice, comme on l'avait vu à la fois dans le mariage, mais aussi dans la manière de travailler, dans la famille. Maintenant, c'est la compétitivité, euh, parce que le Dieu, c'est le rendement, quoi. ouais, ouais. Et je pense que c'est moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est d'établir le lien justement avec l'industrialisation et la manière dont elle a changé la perception du travail, l'impact que ça a eu sur les hommes et leur compréhension de leur masculinité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça souligne encore des choses qu'on a développées tant et tant de fois sur le fait que rien n'est neutre, la technologie n'est pas neutre, et la technologie ou même le travail, le rapport au travail, la conception finalement qu'on a dans la société de ces choses-là, et d'avoir créé enfin, l'industrialisation, d'être rentré dans cette ère-là, dans cette révolution-là, a forcément, enfin, a eu des impacts sur absolument tout, et donc y compris comment les hommes euh, se comportaient. Et je la cite, hein, elle dit l'idéal de l'homme bon perdait de son emprise sur le cœur des hommes. À la même époque, le domaine public se sécularise, ce qui affaiblit encore l'idéal de l'homme bon. Elle parle de l'historien Peter Stearns, qui explique que exposé à un monde économique et compétitif et cupide et souvent à une éducation laïque, beaucoup d'hommes ont perdu le sens religieux. Hmm, Et en perdant ce sens religieux, ils étaient moins enclins à suivre les principes moraux bibliques. hmm, Et au lieu de définir donc le travail comme, comme tu disais, comme un moyen de remplir le mandat culturel, les hommes ont commencé à voir le travail comme un moyen pour eux de pourvoir à leur propre survie financière, de hmm, réussir leur carrière, de vivre l'ascenseur social, de s'en sortir et d'être en compétition avec les autres. Et ça a nourri ça forcément des traits de caractère qui aujourd'hui sont qualifiés, comme on l'avait vu, comme étant toxiques. Parce que en fait, les hommes ne sont plus dans un, ne voient plus le travail comme le moyen d'être solidaires les uns des autres et de permettre l'intérêt du bien commun, comme on le voyait avant l'ère pré-industrielle, mais plutôt comme une compétition des uns contre les autres pour chercher ton intérêt et ton bien personnel, quoi. Euh, ouais. alors Moi, ce que j'ai... oui, enfin Ouais, vas-y. juste Mais bien c'est ton sûr, elle podcast. souligne brièvement, oui, merci, qu'il y a des aspects. Elle n'est pas juste dans un rejet de la modernité. C'est pas du tout ça le propos.
qu'elle a là-dedans. Elle souligne hein, que l'industrialisation a apporté des améliorations en termes de confort, de santé, et de tout plein d'autres choses. Mais il faut être conscient aussi du côté de l'effet qui se coule, du côté négatif de ce que ça a apporté euh, sur l'effet que ça a eu aussi sur les hommes. Hmm. Une autre chose que moi j'ai bien aimé, c'est euh, ce qu'elle souligne quand elle parle de la différence entre le travail et la famille, et aussi le rapport à la vie. Euh, C'est-à-dire que dans la famille, le travail se faisait au rythme de la famille. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand je parle avec une famille d'agriculteurs de l'église. C'est qu'ils m'expliquent la manière dont leur travail est rythmé par la vie de la journée, la vie des saisons, qu'il y a des choses qui ne changent pas parce que tous les jours c'est pareil, et qu'il y a des choses qui changent beaucoup parce que il y a un temps pour labourer, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour stocker, il y a un temps pour réparer. Et en fait, il y a vraiment vachement cette histoire de saison et aussi de Saisonnalité, ouais. besoin. Tu vois, il faut traire les vaches à cette heure-ci, il faut les rentrer à cette heure-ci, il faut les sortir, etc. Et, et Percy, elle souligne aussi la manière dont l'industrialisation et son côté artificiel et froid a changé le rapport non seulement au travail, mais aussi le rapport de l'homme à sa famille. Elle dit que au travail, c'est la productivité qui rythme le temps, et à la maison, on n'est pas dans un rapport de tâches, mais de besoins. Besoin. Euh, et ça, alors ça, on en avait parlé quand on avait parlé de la productivité et notamment de la gestion de l'énergie. Dire, Ouais, si on veut être vraiment productif, euh, il faut, il faut pouvoir arriver à la maison après une journée de travail en ayant suffisamment d'énergie pour répondre justement aux besoins de la famille. Et elle dit, mais en fait, à la maison, c'est pas des tâches, c'est des besoins. Et donc, il faut pouvoir avoir une espèce de productivité quand même plastique. Et elle dit, la froideur des relations au travail remplace la chaleur des relations familiales. Et elle conclut que quand ils rentrent du travail, les hommes savent plus comment se comporter à la maison parce qu'il y a une espèce de standardisation et de côté artificiel, et les hommes doivent se plier à quelque chose qui est extérieur à eux, c'est la productivité, alors qu'avant ils s'adaptaient à la vie. ouais, Et elle va plus loin en expliquant comment justement ce changement de paradigme a modifié la vision de la masculinité. Elle dit les hommes étant absents de la maison la majeure partie de la journée, ils ont commencé à perdre des dimensions de leur personnalité qui n'étaient plus encouragées par des relations profondes au sein de la famille. Le mm, scénario pour les hommes devenait plus étroit, plus limité aux traits requis pour maximiser le succès sur le marché. Et mm, c'est à partir de là et à l'intérieur justement de cette industrie de marché, euh, qu'elle euh, qu'elle met des traits nouveaux qui sont attribués à l'homme et qui ne sont plus des traits qui correspondent justement à l'homme qui travaille à l'intérieur et pour sa famille en répondant à ses besoins, mais un homme qui doit s'adapter à ce marché. Elle dit, des traits nouveaux ont émergé, l'autonomie, l'agression, la rivalité, mais aussi un changement de paradigme sur euh, vers qui était tourné l'homme. Avant, il était tourné vers sa famille et vers les autres, parce que son travail était vu comme un service. Maintenant, il est vu comme un moyen de s'accomplir. Elle parle que le maître mot est devenu le soi, le self. ouais, Elle parle de la culture de soi, de l'avancement personnel. Et même, elle note l'invention de l'expression en 1842, ouais, self-made man, qui est justement inventé pour désigner le succès de l'accomplissement de celui qui part de zéro. ouais, ouais, Et c'est ça. donc, on est, elle souligne à ce que les puritains décriaient et condamnaient comme étant une ambition égoïste.
Mm, Et là, on n'a pas de mal à faire le lien entre bah, cette définition du travail ou cette vision du travail et ce que la Bible appelle une idole, en fait. mm, Euh, et tout à fait. donc, on est devant quelque chose qui, au lieu d'être tourné vers les autres, est tourné vers soi, et au lieu de nous faire grandir et épanouir, nous asservit, en fait. Dès que le travail devient une idole, on devient un esclave. Et je trouve que euh, en fait, le fait que tu comprends, en fait, avec son exposé, tu comprends comment l'homme, ces deux scripts entre, d'un côté, l'homme bon et l'homme et le vrai homme, euh, c'est façonné, en fait, où justement, tu es tellement dans deux paradigmes différents entre le monde du travail et celui de la maison, où en fait, dans le monde du travail, il y a un côté darwinien qui s'impose aussi à l'homme, c'est que si tu ne rentres pas dans le script qui t'est proposé de la compétition, de l'agressivité, de l'égoïsme, de tout ça, en fait, tu ne survis pas. Tu Et, dégages. euh, et tu dégages, en fait. Et tu dégages. Et derrière, bah, il y a aussi des conséquences sur ta famille. Et ta famille Hmm. survit grâce à ton salaire. Donc, il y a un côté qui met les hommes dans deux choses différentes et où aussi on voit dans la maisonnée comme en fait, c'est le devoir qui devait, tu vois, c'est les valeurs qui poussent les hommes à, à prendre soin de leur famille, de leurs enfants, de leur épouse, dans le foyer. Dans le travail, ce n'est pas dans un travail où tu es salarié ou employé ou dans un, ou à l'usine, tu es en fait sous des contraintes et en fait, tu fais les tâches à cause des contraintes qui te sont imposées. Mais quand tu arrives à la maison, tu n'es plus dans cette logique-là. Et ça rejoint ce que tu disais. Tu n'as pas ton épouse qui t'attend avec une liste de contraintes et qui dit tu dois faire ça, sinon je te vire. Tu vois, ça fonctionne pas comme ça. C'est une autre logique. Mais quand tu es façonné, où tu passes le plus clair de ton temps, où tu dis, mais en fait, c'est la contrainte qui te pousse et non pas les vertus, c'est un moteur extérieur de la contrainte et pas un moteur intérieur. Quand tu arrives à la maison aussi fatigué après une journée de travail, ou si on se replonge à l'époque en particulier, où tu te tapais 12 heures de chantier, où tu arrives chez toi, tu es éclaté, bah forcément, tu vois, il y a un côté où naturellement, tu ne. Puis même, je pense que c'est juste pas vivable. Au bout d'un moment, tu craques, t'as pas d'énergie, t'as pas tout ça. Et donc, ça a participé en fait à fragmenter une chose qui avant était unifiée et cohérente entre le travail et la vie de tous les jours et la vie de famille. L'industrialisation a fragmenté ça, a atomisé ça, pour reprendre ce que tu me suggérais tout à l'heure. Et en fait, a permis de cultiver ces deux scripts qui se sont opposés l'un vis-à-vis de l'autre. Et effectivement, elle évoque la, la dimension de l'idolâtrie qui a enfin, qui a eu une grande importance, ou comment le travail est devenu une forme de nouvelle religion avec l'idolâtrie de Mammon, quoi. Ouais. Moi, je suis content. Elle parle de la doctrine des vocations. Oui, Elle fait une petite parenthèse. On va pas développer parce qu'on a déjà on a déjà parlé. On a même fait un épisode sur la doctrine des vocations. On a aussi fait un webinaire qu'on vous met en lien. ouais, Euh, après, un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est justement le lien qu'elle a fait après entre la vision du monde de manière générale et en particulier sur la notion de sécularisation et, et ses conséquences sur la masculinité et la définition de la masculinité. Euh, et elle souligne la manière dont le processus de sécularisation a commencé. Alors, on en parle beaucoup euh, dans notre autre série sur The ouais. Rise and Triumph of the Modern Self, euh, justement où on parle en particulier de ce tournant épistémologique sur la définition du soi. Et euh,
Percy, elle parle d'un changement épistémologique Mm. qui a entraîné la sécularisation. On est passé d'une vision du monde chrétienne où on a une vision transcendante de la réalité, où Dieu est la référence ultime, euh, où c'est Dieu qui nous révèle à la fois qui il est, mais aussi ce qu'est le monde, et aussi le sens de la vie et le sens de notre vie. Euh, mais après la révolution scientifique, une remise en question justement de la notion de vérité. Et donc, elle, euh, elle montre la manière dont les principes moraux et spirituels ont été relégués, ont été réduits à des préférences personnelles, et où il y avait quelque chose qui était considéré dans la vision du monde séculaire comme des faits, et en particulier ce qui était observable, quantifiable, analysable d'un point de vue scientifique, et ce qui était avant euh, le fondement de toute la vision du monde et le fondement de toute la vie et le fondement de la définition de notre personne, qui étaient des principes moraux et spirituels qui étaient transcendants et universels. Donc ça, c'est la première rupture qu'elle voit s'opérer. La deuxième, c'est la division entre la sphère publique et privée. Euh, et ça aussi, c'est naturel puisque quand le travail était intégré à la famille et quand c'est toute la famille qui participait par son travail à la sphère publique, il n'y avait pas de distinction entre public et privé. Il n'y avait pas non plus euh, quand le travail était tellement intégré avec une vision du monde chrétienne et la vie de la famille, il n'y avait pas de séparation nette entre une dimension religieuse et la dimension du travail, ce qu'elle a rappelé aussi avec la doctrine des vocations. Mais l'industrialisation apporte une division entre sphère publique, sphère privée, et euh, cette moralité, ces principes moraux et spirituels sont, eux, relégués à la sphère privée. Euh, et la sphère publique, elle, se targue d'avoir une vision neutre. Et en fait, c'est ce qu'on voit encore Objective, aujourd'hui, ouais. Mm. objective. Tout à fait. C'est que la vision du monde athée, le pacte républicain, comme ils disent, euh, et, et toute la vision du monde qui est promue par un État laïque en France, il est présenté comme étant objectif et neutre. Et nous, chrétiens, nous sommes vus comme ceux qui ajoutent la religion qui est de l'ordre de la préférence personnelle. Mm. Et donc, puisque, euh, euh, puisque la vision du monde laïque est neutre et objective, euh, le christianisme qui vient remettre en question des principes de cette vision du monde laïque présentée comme neutre, elle est vue comme une menace. Et donc, il y a pas le christianisme qui devrait être la religion qui devrait être quelque chose de personnel et de caché, euh, devient un danger. Et on confond des droits même constitutionnels avec un danger qu'on doit à tout prix éviter. Et c'est cette vision de la laïcité aussi qui est fausse, hein. Cette espèce de laïcité qui est présentée comme une neutralité absolue, euh, et qui fait que ben, juste parler aussi de l'évangile et partager notre foi est vu comme du prosélytisme. Donc on voit qu'en fait ça continue d'être la, le paradigme qui est encore en action aujourd'hui, quoi. Ça serait intéressant un jour qu'on fasse un épisode sur la laïcité, je pense, le prosélytisme, tout ça, et sur les lectures différentes qui s'opposent dans la laïcité, qui est une spécificité unique au monde, hein. Même le terme Ouais. laïcité est intraduisible. Donc, ouais, je pense que ça vaudrait le coup. Je reviens juste sur effectivement,
ce mythe justement laïque de la spatialisation de la foi, quelque chose de privé que tu laisses chez toi. Imagine l'inverse où tu es dans une société, euh, t'appliques ça dans une société où il y a la charia et on te dit bah, l'athéisme, tu as le droit, mais c'est quelque chose de privé. Quand tu sors dans l'espace public, tu es un musulman. Tu dis, Hmm. ça n'a pas de sens ce que vous dites. C'est C'est complètement clair. pété. Ça veut rien dire. Et bref. Mais effectivement, le dualisme, ce qui a amené la sécularisation épistémologique, métaphysique même, a amené ce dualisme spatial inévitablement, et l'industrialisation l'a creusé en fait dans la différence entre le domaine public et privé et où finalement ce qui est moral, éthique, avec des orientations, vraiment une orientation éthique morale, est relégué uniquement à la sphère privée de la famille, de l'Église. Et ça a participé, en fait, pour les hommes, à ne plus voir cette vision unifiée et d'avoir cette entité. Il n'y a pas simplement deux visions qui se créent entre l'homme bon et l'homme vrai, mais elles vont être antithétiques. Et c'est ça qui va faire une pression finalement sur les autres. Et elle conclut, et je la cite, elle dit en d'autres termes, si la théologie, l'éthique pouvait être reléguée à l'étage supérieur, enfin l'étage... non, attends, je vais pas aller là-dedans en fait, parce qu'on n'a pas introduit cette vision-là. Je oubliais. Mais voilà, attends, je dis mon truc. Euh, ouais, voilà, on s'en fiche. En, Mais ce en tout cas, ce dualisme, qu'elle, ouais. vas-y, Ce que sauve-moi. je disais, c'est après aussi les implications, c'est que elle parle de dissonance cognitive en disant, ben, euh, puisqu'on a fait un truc genre privé-public, euh, l'homme est tenté et presque obligé. Et c'est aussi ce qu'on vit nous en tant que chrétiens, c'est qu'on vit une tension entre ce qu'on vit dans la sphère privée euh, et aussi avec une vision du monde chrétienne, on vit Mm, avec les normes du royaume, en tout cas on devrait, dans notre mm, famille. Et au travail, on a d'autres valeurs, on a d'autres vertus, on a une autre vision du monde. Nous, on n'a pas une autre vision du monde, mais on participe à un environnement qui est régi par une autre vision du monde. Et du coup, ouais, on, on navigue en fait entre le matin et la journée au travail, entre le dimanche et la semaine, on c'est ça, navigue entre deux visions du monde et c'est ce qu'elle dit. Elle dit dans cet environnement euh, qui est devenu, qui a changé de vision du monde, l'environnement du travail, mm, bah, les hommes sont devenus durs, égoïstes et compétitifs, alors que ce sont des péchés. mm, Euh, on est passé d'un environnement euh, où ce qui est vertueux était encouragé et les péchés étaient décriés à l'inverse. C'est-à-dire que les péchés étaient encouragés parce que c'est ce qui était nécessaire et décrit comme vertueux pour réussir. Et donc, elle dit, dans le monde du travail, l'homme bon a été remplacé par le bonhomme. Le- L'homme bon a été remplacé par l'homme vrai. Parce que on doit s'adapter à un autre script, justement. c'est ça. Et ça, tu remontes à Augustin sur la cité de Dieu. C'est exactement ça, en fait. Comment deux royaumes, finalement, on appartient Hmm, à deux royaumes. On doit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et on vit, en fait, dans un monde hostile, rebelle à Dieu. Et en même temps, on doit vivre dans ce monde-là en étant soumis au règne de Dieu. Et je pense, du coup, ça souligne l'importance de la communauté, hmm, l'importance du rôle de l'Église dans l'éducation, l'importance que les hommes voient qu'ils sont aussi dans leur foyer vraiment responsables et doivent être leaders de démontrer que justement on appartient à un autre royaume. Et je trouve que ça demande beaucoup de diligence, beaucoup de travail, et il y a besoin du soutien de l'Église, où l'Église doit finalement euh, euh,
nourrir ça, encourager en même temps, rappeler la vision biblique du travail et encourager le mandat culturel et en même temps rappeler, et parler des dangers de la vision du monde séculier en fait et l'impact négatif de la société sécularisée sur le travail, la famille, etc. Parce qu'on vit dans cette dualité-là. On ne peut pas y échapper. On y est. Et sinon, les hommes euh, perdent non seulement la vision biblique du travail, mais aussi la vision biblique de l'homme, parce qu'ils sont pris entre ces deux scripts et désunissent ce que Dieu a uni. Ouais. Et puis, je trouve que il y a non seulement le fait qu'on a perdu la vision biblique du travail, il y a aussi le fait que l'industrialisation a fait perdre la vision biblique du foyer aux hommes et aussi le fait que la sécularisation a changé, voilà, a créé ce dualisme euh, a changé la vision que les hommes ont. Enfin, pardon. En fait, je suis très fatigué, donc je commence des phrases sans savoir comment je vais les finir. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'industrialisation et la sécularisation ont modifié non seulement la vision du travail, la vision de la famille et la vision de la masculinité. Et ce que je trouve, elle n'en parle pas, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand on voit le féminisme, on en parlait dans un précédent podcast, où en fait certaines féministes voudraient que les femmes finalement deviennent euh, impose aux femmes d'aspirer à vivre comme les hommes, essentiellement. En fait, il y a un certain féminisme qui sécularise aussi la femme et qui la met dans différents scripts aussi qui s'opposent et où peut-être les hommes avaient de l'avance, tu vois, dans cette bipolarité. Voilà, finalement, les femmes rattrapent leur retard. Et déjà que le fait que les hommes soient allés là-dedans, on va en reparler, ça a apporté une déstabilisation des foyers, il y a eu des impacts négatifs. Si on développe une masculinité, ça a permis de développer une masculinité toxique, et bien finalement, un certain féminisme va développer une féminité toxique. Hmm. Et ça inaugure rien de bon, quoi. Tu vois, c'est Et c'est hyper intéressant et ce serait hyper intéressant de voir, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre la manière dont l'industrialisation a fait sortir les hommes du foyer et la manière dont la utilisation. technologisation a fait sortir les femmes du foyer. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a jusque dans les années 50 à peu près, euh, avec tous les progrès techniques en termes notamment de gestion du foyer, d'économie du foyer. On parlait hier avec Alexandra de notre voisine qui nous racontait, donc qui est âgée, et qui nous racontait comment elle passait en gros ses journées à laver les langes des enfants parce qu'il n'y avait pas de machine à laver, quoi. Et que nous, on a une machine à laver, on a un lave-vaisselle, mais laisse tomber en fait le temps qu'on gagne dans ouais. Et les l'économie du couches foyer. jetables. Les couches Les couches jetables ont jetables, enfin, révolutionné la vie, en fait. c'est un délire. Et Ouais, en ouais. fait, il y a vraiment un truc où Et dire que Marion même, nous a fait revenir aux couches lavables, pétard, c'était l'enfer. ouais, ça c'est un autre sujet. Ouais, ouais, Mais j'ai souffert. tu vois, tout ce qui est aussi l'apparition des Desperate Housewives, Mm. tu vois la série là, mais en fait, c'est les femmes désœuvrées. Les femmes, elles sont désœuvrées bah, Ouais. parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait leur travail et ce quelqu'un d'autre, enfin, qui fait leur travail. Si C'est les on, machines. Oui, oui, oui. s'il y a des gens qui font un short avec ça, je suis mal barré. Ils accolent ça avec le même du gars, tu sais, la place de la femme, c'est à la cousine. Exactement, je suis Et cuit, là, je suis et là, mort, t'es bon, là, je t'es suis parfait. mort. Non, mais si l'homme est au travail et que il incombe à la femme de s'occuper du foyer de manière générale, ben, dès lors que maintenant elle a des machines qui lui permettent de faire ce qu'elle faisait en des heures, en une journée, elle le fait en quelques heures, même pas, et ben, elle se pose la question justement de la place, la place justement de la femme dans l'économie familiale. Et donc ce serait intéressant de voir, est-ce que c'est à ce moment-là
qu'il y a eu une séparation ou une remise en question justement de la place de la femme par rapport à sa famille? Et est-ce que c'est pas ça qui a créé ce dont tu parles là? C'est-à-dire Ouais, le développement d'un questionnement aussi sur ce qu'est la féminité, ce qu'est la femme, et aussi le développement du féminisme, tu vois. c'est Euh, ça. tu vois, l'impact de la Oui, technologie oui, mais le lien, sur il est là, hein. ouais. Il est là. L'industrialisation a fait sortir les hommes du foyer pour qu'ils aillent construire la machine à laver que leurs femmes allaient utiliser. Les femmes ayant plus de temps ont été transformées comme des consommatrices, où en fait les hommes travaillent pour qu'ils puissent acheter eux-mêmes les choses qu'ils fabriquent pour leur foyer. L'exemple type, c'est la Ford T, le Fordisme. En fait, c'était le génie économique d'un Ford, c'était de dire, ben, en fait, ils vont fabriquer les voitures, ils vont travailler pour être payés pour acheter les voitures qu'ils fabriquent. Hmm, Euh, voilà, donc voilà, c'était ce qu'il a fait. Et après, les femmes, et rentrant dans cette société de consommation, eh bien, derrière, les femmes ont eu besoin aussi de travailler pour assumer le train de vie du foyer où tu as besoin de plus en plus de consommer parce que tu es dépendant de ces esclaves énergétiques que sont toutes tes machines. Et du coup, les femmes, après, ont dû rejoindre aussi le marché du travail. C'est une hmm, fuite en avant qu'il y a eu, hein. Ah ouais. Euh, alors, je trouve qu'il y a aussi alors, les hommes sont dans cette, donc on l'a dit, dans cette bipolarité à cause de l'industrialisation et de la sécularisation de la société. Et elle développe aussi un autre fait qui est la conséquence de ça, c'est comment, en fait, l'industrialisation a changé la compréhension et la nature des relations sociales où hmm, bibliquement les relations sont présentées comme s'inscrivant dans une alliance et dans la vision biblique du monde et une vision transcendante du monde, un Dieu qui fait alliance avec son peuple et qui donne sa loi et qui explique comment son peuple doit vivre et comment l'industrialisation a finalement changé ça. Et c'est pas d'une moindre importance. En fait, la sécularisation a changé du coup la perspective des relations. Euh, euh, la nature des relations humaines n'est plus vue comme une alliance, mais comme un contrat. Et donc là, bien sûr, elle revient à Descartes et Rousseau. On a déjà parlé de Rousseau sur la dimension de la psychologisation de la morale dans notre précédent épisode. Mais je cite ce qu'elle dit, hein, que la sécularisation de la pensée politique, la vision conventionnelle de la politique a cédé la place à une nouvelle théorie appelée théorie du contrat social. Cette théorie s'inspire de la science. Nombre des premiers scientifiques modernes, de Descartes à Newton en passant par Boyle, se représentaient le monde matériel comme autant de petits atomes durs qui s'agitaient dans le vide et s'assemblaient pour former des objets sous l'effet de la force d'attraction. Les philosophes ont appliqué la même métaphore atomique au monde social. Ils ont même appelé leur approche physique sociale. La théorie du contrat social propose que les humains commencent dans un état de nature en tant que des atomes sociaux déconnectés, des individus atomes indépendants et détachés qui se rattachent pour créer des institutions sociales sous la force d'un intérêt personnel. Les institutions sociales n'étaient plus considérées comme des structures organiques ordonnées à un objectif moral et un bien commun. Elles n'étaient que des agrégats d'individus, chacun recherchant son propre intérêt. Et donc, on est passé d'une vision où la société est une structure créationnelle donnée par Dieu aux hommes, mais comme la société étant le fruit finalement des forces humaines qui vont chercher à s'allier les uns aux autres dans un intérêt commun. Et les implications sont très importantes dans le fait de voir
les relations humaines comme étant un contrat ou comme étant d'une nature différente, c'est-à-dire alliantielle. Et elle dit que dans les deux cas, on parle d'accord entre les personnes, mais les différences sont importantes. Un contrat, dit-elle, définit un échange de biens et de services. En revanche, une alliance définit une relation morale entre les personnes. Dans un contrat, je cherche mon propre intérêt, je conclus un accord en conséquence. Dans une alliance, je cherche le bien commun de la relation de toutes les personnes qui la composent. Un contrat comporte une clause de retrait qui me permet de partir si je n'ai plus l'impression que mes intérêts sont servis, mais une alliance est un engagement moral de toute la personne. Et donc, aujourd'hui, la théorie du contrat social a, a, a fait que, en fait, on est recentré sur l'individu et tu vas pas chercher le bien commun, mais ton bien personnel. Et en lisant ça, moi, ça m'a tout de suite fait penser au mariage Bah oui. où on te dit aujourd'hui, je parlais encore avec un ami chrétien il y a peu, là, qui vient de se marier, dont toute la famille n'est pas chrétienne. Et quand il a dit qu'il ne faisait pas de contrat de mariage, parce que le contrat, c'était le mariage lui-même, qui était une alliance qui était quelque chose de suffisamment forte dans ce que Dieu voulait, les gens ne comprenaient pas. Hmm. Parce que, en fait, bah, aujourd'hui, le mariage, bah, c'est un contrat, faut être sûr que tu protèges tes intérêts. Et ce n'est plus l'idée que, en fait, non, ton intérêt personnel disparaît dans le mariage parce que tu cherches l'intérêt de la famille, tu crées une famille, tu rentres en alliance avec l'autre. Et l'alliance est bien plus forte que le contrat, quoi. Donc, je trouve ça intéressant aussi qu'elle souligne cette réalité-là. Ouais, c'est ça, et c'est la différence entre aussi la vision antique de la société comme un corps. Mm. Quand Paul parle de l'Église comme d'un corps, il est pas en train d'inventer quelque chose, il est en train Ouais, de prendre une image qui existe déjà dans la pensée politique de l'époque, la qui police. voit une société comme un corps dont nous faisons partie. Et nous, on a perdu ça, en fait. On a perdu cette image du corps, donc à la fois que nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse, euh, mais aussi de l'interdépendance. Mm. C'est-à-dire que là, le, la, le, j'arrive plus à parler non plus. Toi Le non plus. Bah, je rebondis. contraire, ouais, non, j'ai trouvé. Vas-y, Le, vas-y, co- finis. Alors, si tu as retrouvé ton mot, le, finis. le contraire d'autonomie, c'est dépendance. Et en fait, c'est ça, en refusant la dépendance et l'interdépendance, c'est-à-dire à la fois que je dépende des autres et que les autres dépendent de moi, qui encore une fois a une conséquence non seulement de la création de l'humanité, dont on fait partie d'une humanité qui nous dépasse, mais aussi de la vision du travail qui s'inscrit dans la vision des vocations de Luther, dans la providence divine. C'est-à-dire que Mm. notre travail s'inscrit dans la providence dans le sens où les autres ont besoin de mon travail et c'est par mon travail que Dieu prend soin des autres. Et moi, j'ai besoin des autres parce que par leur travail, Dieu prend soin de moi. Et dès qu'on perd ça, dès qu'on enlève Dieu de l'équation, et dès qu'on parle d'un accomplissement de soi, etc., je n'ai besoin de personne. Mm. Je me suffis à moi-même. Ouais. Et c'est ce que tu retrouves, je trouve, on, on- comment dire, qu'on retrouve avec la question de la société aujourd'hui, où l'idée en fait que la société permet de rassembler les gens, c'est là où tu vois comment la société française s'est tirée une balle dans le pied. Je vois avec, c'était le livre qui avait fait grand bruit à l'époque, L'archipel français de Hmm. Fourquier où en fait il démontre avec toutes les statistiques comment en fait la France ressemble plus à un, un puzzle éparpillé de personnes qui vivent selon leur propre code et tu vois, il y a plein de choses, même comme les régionalismes, tu vois, comme les Corses se retrouvent plus dans une entité corse que française, les Bretons aussi, les musulmans entre eux, les chrétiens cathos entre eux, voilà, enfin bref, tout le monde se replie sur lui-même et ne fait plus nation. Et ça, je pense que ça vient du fait que on a une nation qui se définit sur un contrat social aussi, et ce contrat social, finalement, on a dû prendre des dénominateurs les plus bas possibles pour permettre de faire nation autour de ça.
Parce que avec ce mythe un peu de l'objectivité, de la neutralité, en fait, qui est tellement en avant, où en fait les gens ne trouvent pas de choses, de valeurs fortes auxquelles se rattacher. Simplement la question de la liberté et l'égalité et tout ça. Et en fait, dans un truc qui veut annihiler les différences entre les gens et mettre une neutralité de partout, en fait, les gens se raccrochent à d'autres repères identitaires aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant et pour faire le lien un petit peu avec ce qu'on disait, quoi, où on est créé en fait pour vivre dans des liens d'alliance qui sont bien plus forts et dans la recherche d'un bien commun. Certes, le péché vient abîmer ça et nous rend égoïstes, mais c'est ce pourquoi on a été fait et de construire une société à l'envers de ce que Dieu veut, bah finalement ça, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Hmm. Euh, Il y avait, ouais, vas-y. non, elle fait elle fait un petit peu un excursus euh, sur le droit de vote avec cette affirmation pourquoi les femmes ne voulaient pas le droit de vote que je trouvais très intéressant. Euh, Où justement, à l'époque, le, le père de famille, le chef de famille avait la responsabilité de rechercher le bien et les intérêts de sa famille. Et donc, c'était à ce moment-là où seul lui avait le droit de vote. Et elle explique qu'il y a eu un temps où certaines femmes ne voulaient pas le droit de vote, précisément parce qu'elles voyaient ce que le droit universel de vote voulait dire et allait impliquer pour la famille. Elle dit, aujourd'hui, si vous ou moi n'avions pas le droit de vote, nous aurions le sentiment de ne pas être traités comme des citoyens à part entière. Mais à l'époque, le vote avait une toute autre signification. Le droit de vote était réservé aux propriétaires fonciers dans l'idée qu'il s'agirait principalement d'hommes âgés et établis ayant l'expérience de l'administration d'une ferme ou d'une industrie familiale. Ils disposaient donc de l'expertise nécessaire pour promouvoir le bien commun de la société civile au sens large. En conséquence, la grande majorité des gens n'avaient pas le droit de vote, c'est-à-dire tous ceux qui étaient économiquement dépendants du ménage. Il s'agissait non seulement des femmes, mais aussi des membres de la famille élargie, des serviteurs, des engagés, enfin des ouvriers, agricoles, des apprentis, des locataires ou des esclaves. Et elle dit qu'à l'époque, la- beaucoup de femmes ne désiraient pas le droit de vote parce qu'elles ne voyaient pas l'intérêt. Elles comprenaient qu'elles étaient représentées par le père de famille qui avait leur intérêt et l'intérêt de la famille en tête dans l'exercice de leur droit de vote. Et donc, par conséquent, elles comprenaient que un droit de vote individuel allait symboliser l'atomisation de la famille. Ouais. Il allait euh, symboliser le fait que maintenant c'était chacun pour soi et que le père n'a plus à se soucier du bien commun de sa famille, de sa maisonnée même, mais juste de son bien propre. Et là, on rejoint ce qu'on a décrit tout à l'heure avec cette vision aussi de la société où c'est chacun pour soi. On n'est pas unis par quelque chose de plus grand que nous. On est juste unis par des lois qui font qu'on on s'égorge pas et que chacun peut poursuivre son propre intérêt. Et donc, dès qu'il y a eu un changement où tous les hommes ont eu le droit de voter, alors c'était pas encore les femmes, mais c'était tous les hommes, eh bien, les femmes ont vu l'érosion de la responsabilité masculine et même ont perdu confiance sous les lignes percées dans la capacité des hommes à chercher le bien commun. Et donc là, on voit nous, on a une lecture très individualiste et on a une lecture aussi qui est le fruit justement de cette atomisation de la société, de cette autodétermination. Mais je trouvais ça hyper intéressant de voir justement euh, comment s'était perçu ce droit, comment en fait un droit qui était devenu universel soulignait qu'on perdait. Enfin, c'est presque un petit peu le coup de grâce d'une vision du monde, d'une société où les uns dépendaient
du sacrifice des autres, du service des autres, tu vois. Mhm. Ouais. Et alors, c'est vrai que moi, j'ai été surpris d'apprendre ça. Je ne savais pas. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu le récit de femmes euh, qui étaient en gros, qui n'avaient pas ce droit-là et qui, grâce aux suffragettes, hein, ces femmes qui ont milité pour que les femmes aient le droit de vote, qui étaient des avant-gardistes, les autres l'ont eu, et que en gros, les suffragettes étaient les femmes qui étaient courageuses et qui voulaient ça, et que les autres peut-être étaient passives ou craintives et n'osaient pas mener le combat. J'avais jamais entendu cette lecture que les femmes euh, finalement voyaient le danger finalement de ça, et je trouve ça intéressant. Et je Hmm. lis comment elle conclut. Elle dit, en bref, les femmes craignaient que le suffrage universel ne réduise le sens des responsabilités des hommes à l'égard de tous les membres du foyer. Bien entendu, je ne suis pas en train de débattre de la question de savoir si les femmes devraient ou non avoir le droit de vote aujourd'hui. J'explique que la controverse signifiait pour les gens ce que la controverse signifiait pour les gens de l'époque. Le débat sur le suffrage universel a illustré une évolution de la philosophie politique qui est passée du ménage à l'individu en tant qu'unité de base de la société. Et c'est ça, en fait, ce changement de paradigme. C'est plus le foyer ou le ménage, c'est l'individu qui devient Hmm. la brique fondamentale de la société. Et les droits de l'homme sont les droits des individus, fondamentalement. Et peut-être souligner aussi que le droit de vote n'a pas été d'abord une question de genre uniquement. C'est souvent, on a cette vision-là, c'est les hommes et voilà. Non, non, il y a eu le droit de vote, ça a été quelque chose de très progressif. D'abord, il y a eu le droit de vote censitaire, c'était les riches qui, au-delà d'une certaine fortune, on avait le droit de voter et c'était les propriétaires terriens qui allaient voter au nom. Et d'ailleurs, j'ai lu ça où tu avais des propriétaires terriens qui consultaient leurs paysans et en gros allaient faire remonter au droit quand ils allaient voter, la voix Hmm. finalement de leurs paysans. Et je trouvais ça, bref, intéressant. Bref, voilà, le droit de vote n'est pas quelque chose qui a été d'abord une question de genre, enfin de sexe plutôt, avant tout, mais quelque chose qui a été progressif et évolutif avec des régressions. Alors là, je parle pour la France, hein. Aux États-Unis, je ne sais pas du tout et ça m'intéresse moins. Mais pour la France, voilà, ça a été quelque chose de très progressif. Mais c'est vrai que le droit des femmes, je crois que c'est 1944, hein, si je me souviens bien. Peut-être que je dis une bêtise. Si tu vas, enfin, bref, voilà, on vérifiera. Mais en gros, c'est le XXe siècle. Je suis nul, mais Je vais regarder. euh, ouais, voilà, merci. Euh, voilà. Donc, mais euh, 44. voilà. Et du coup, les femmes après se sont battues donc pour avoir le droit de vote parce que elles ont vu que les hommes prenaient de moins en moins l'intérêt de la maisonnée, de la famille en compte, et donc elles ont voulu aussi voter. Et je pense aussi que elle n'en parle pas, mais le fait qu'elles se soient aussi progressivement retrouvées sur le marché du travail, et comme le marché du travail et la vie du travail est très dépendante des politiques, et ben aussi, elles participant à l'économie nationale, ont revendiqué le droit légitime de pouvoir aussi dire ce qu'elles pensaient et de choisir quelle politique elles allaient subir en tant que travailleuses, quoi. Et donc, ça, Hmm. ça démontre, dit Percy, l'érosion de la confiance des femmes envers les hommes à prendre la responsabilité pour le bien et spécifiquement le bien des femmes. Donc, c'est très intéressant ce prisme de lecture aussi. Et du coup, elle conclut cette réflexion-là sur la distinction, enfin l'importance de la moralité, hein. Elle dit que c'est vraiment la moralité qui fait l'homme et que la masculinité était définie en termes moraux. Et je trouve intéressant la façon dont elle le distinguo entre la masculinité et la virilité Hmm. où elle explique que jusqu'à l'époque de l'industrialisation, la virilité se définissait avant tout en termes moraux. Et pas en termes d'un homme viril, c'est un barbu, costaud, bûcheron, etc. Non, c'était des termes moraux. Le Et caractère. l'idée, le caractère, quoi. Et en fait, et ça se retrouve dans la littérature du XVIIe,
où en fait l'homme chrétien idéal, c'était un homme qui était indulgent, magnanime, bienveillant, vertueux, modéré, maître de soi et un citoyen digne de ce nom. Et le mot donc favori pour décrire ça, c'était la virilité et pas la masculinité. Et en fait, euh, petit à petit, le concept de self-made man a changé la donne. Ça a donné aux hommes le sentiment qu'ils devaient éviter de se définir en ces termes. Et d'ailleurs, ça reprend une chose qu'on avait dit déjà la dernière fois, le fait que tous ces termes d'un homme bon sont renvoyés aujourd'hui au dire bah, c'est ta partie féminine. Ouais. Tu vois, c'est qui est en toi, alors que non, c'est masculin. D'être un homme bon, d'être un homme doux, d'être un homme humble, d'être un homme indulgent, patient, etc. Ça fait partie de la masculinité. Et en fait, beaucoup ont commencé à se définir non pas par leur qualité morale, mais par leurs traits de personnalité, en particulier dans le monde du commerce. Le fait qu'ils soient compétitifs, qu'ils soient durs, qu'ils soient dominants, qu'ils soient agressifs, etc. Et c'est ce qui a redéfini finalement la masculinité sur le marché du travail, le marché industriel, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, on voit vraiment le naufrage de la vertu Mm, dès que, en fait, l'homme est égoïste. L'homme n'est vertueux que quand il assume ce que Dieu attend de lui vis-à-vis de ceux auprès desquels il l'a placé. Et donc, dès qu'on a, dès qu'on a, dès qu'on a un homme égoïste, on a une morale qui est pastiche. Dès qu'on a un homme égoïste euh, qui ne, qui ne vise que... Et on le voit d'ailleurs, la dernière fois, je crois, on parlait tu sais, des mèmes du mal alpha mm, et des sigma de Patrick Bateman et de tous ces trucs-là, tu te rappelles? mm, Euh, et c'est tout à fait. vraiment ce truc-là, Patrick Bateman, donc American Psycho, Ouais, euh, employé à Wall Street, ouais, c'est dont l'archétype, quoi. c'est l'archétype. C'est-à-dire le C'est le mec, prototype, c'est euh, le prototokos. il, il passe son temps à mettre 1000 crèmes euh, euh, et à acheter le dernier machin. Et il y a des scènes mythiques où ils regardent Les cartes les, de visite, les cartes de visite et ils la sont là, qualité du waouh, papier, ouais, ouais, embossé ouais. machin, papier machin, encre bidule. Et je Ouais. dis, mais Il faut tous les signes et les symboles extérieurs de la réussite, c'est ça. l'apparence, c'est tout à l'extérieur, rien à l'intérieur, quoi. Et c'est le culte de soi, c'est Mm. le culte de la réussite. Et c'est une réussite qui se fait aux dépens des autres. Alors là, en Ouais. plus, Poussé à littéralement, son parce que paroxysme. Ouais, ouais, parce qu'il tue les gens. Mais ouais. euh, et en fait, c'est ça que la société met en avant. C'est comme l'exemple. Le parangon de virilité, c'est le mec qui obtient tout ce qu'il veut. Mm. Alors que dans la morale biblique, le parangon de la virilité, c'est l'homme qui se sacrifie pour le bien Mm. de ceux qu'il aime. Et ça, bon, ça change tout, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que de parler de toxicité de la masculinité comme étant consubstantielle à ce qu'est un homme, c'est se mettre aussi le doigt dans la figure, mais au contraire, regarder comment l'environnement social, comment le script du sécularisme, de la modernité a façonné des hommes à son image. Et en fait, on ressemble à ce qu'on adore. Et en fait, Hmm. en ayant enlevé Dieu et en ayant créé les idoles de l'homme autonome, suffisant, fort, libre, etc., et ben en fait, on récolte ce qu'on a créé. Et en fait, les hommes d'aujourd'hui sont le fruit de leur époque, tout simplement. Et c'est pour ça que la, la, l'Église doit être contre-culturelle. C'est pour ça que les hommes doivent prendre le maquis eschatologique. C'est pour ça qu'on fait le camp frère d'armes, c'est pour ça que tout ça, quoi. Exact. On en revient là. Et encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. C'est de revenir à une vision biblique de la masculinité qui définit l'homme comme étant justement au service du bien des autres
Et c'est ça l'humilité aussi masculine, c'est qu'on ne doit pas penser à soi, mais penser avant tout aux autres. Et j'aime comment elle conclut. Elle dit que la révolution industrielle a marqué un tournant dans la définition sociale de la masculinité. En retirant les maris et les pères du foyer, l'industrialisation a créé les conditions matérielles qui ont rendu plus difficile l'accomplissement de l'idéal biblique de la virilité. Les hommes n'étaient plus assez présents physiquement pour être des maris et des pères pleinement engagés. Ils passaient la plupart de leur temps dans le domaine public qui devenait de plus en plus séculier et qui donc les a Hmm. influencés de plus en plus. La révolution industrielle est donc devenue un catalyseur pour l'acceptation de conception séculière de la masculinité, le script séculier de la masculinité toxique. Donc je pense il y a vraiment un défi pour les hommes, encore une fois, d'avoir une vision unifiée de la vie chrétienne, de ne pas négliger d'abord leur temps dans la parole de Dieu comme étant et l'importance que Dieu va les façonner à son image et de rechercher la sanctification de plus en plus ressembler à Christ et de favoriser et de tout faire pour passer du temps chez soi, de donner du temps à sa famille. Moi, je me souviens d'un gars qui m'avait dit, quand j'avais demandé des conseils, j'étais tout jeune, il disait, mais tu sais, avec ta femme et tes enfants, voilà, l'homme, il travaille, tout ça, mais avec ta femme et tes enfants, ce qui compte, c'est pas ce qui est important, il m'avait dit, c'est pas de leur donner beaucoup de temps. Si tu leur donnes juste des bons moments de qualité, c'est suffisant. Et en gros, en fait, il avait gobé complètement Hmm. finalement cette vision-là, où simplement un petit temps de qualité avec tes enfants par-ci, par-là est suffisant pour eux, et ne voyait plus son rôle comme étant le rôle justement d'être un berger dans sa famille, de prendre soin d'éduquer ses enfants, de la responsabilité d'en faire des disciples, la responsabilité de prendre soin de sa femme avant tout. Et on voit comment les hommes ont vu comme vocation primordiale le travail, même avec des valeurs chrétiennes dedans, mais qui est devenu la vocation primordiale de tout, la réussite dans le travail, l'excellence dans le travail, au prix du sacrifice du foyer, de leur épouse et de leurs enfants. Et là, il y a vraiment un logiciel qui doit être remplacé, reconstruit à revenir au script biblique de la masculinité. Hmm. Yes. Après, il faut souligner, et elle le fait, euh, euh, que justement les pères chrétiens, à l'ère de l'industrialisation, et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, que beaucoup de pères ont, malgré le fait d'être sortis de la maison pour leur travail, etc., ont gardé de prendre, ont continué de prendre au sérieux leur rôle dans leur foyer et quand ils rentrent dans leur maison le soir, lisent la parole avec leurs enfants et leur épouse, passent du temps, donnent de l'affection, etc. Bref, on continue de faire ça. C'est pas un portrait qui est tout noir. On ne peut pas arriver à la conclusion de dire aujourd'hui qu'il n'y a plus d'hommes qui C'est cherchent à ça. être des bons pères et des bons maris. Non, mais ceux qui continuent aujourd'hui d'être des bons pères et des bons maris sont les hommes qui veulent et qui se battent. Alors, ils sont pas parfaits, moi le premier, je sais de quoi je parle, mais qui essayent de faire, non, qui font tous leurs efforts pour obéir à Dieu et chercher à faire la volonté de Dieu dans leur famille et à développer justement une vision biblique de la masculinité et d'assumer leurs responsabilités auprès des leurs, quoi. Je, voilà, je vois que Je, non, tu rebondis pas. je laisse le silence, mon silence approbatif être le champ dans lequel tous les hommes vont La s'arrêter chambre pour d'écho, réfléchir. tout à fait. Eh bien, du coup, on va en rester là. La semaine prochaine, Dieu voulant, on continuera avec Nancy Percy sur finalement euh, comment les femmes ont été mises progressivement à cause de justement de euh, ce déclin de la masculinité, comment les femmes, elles, ont gravi, plutôt sont montées dans le nouveau panthéon et ont été mis sur un piédestal. Hmm.
Merci Matt pour ce temps. Bah, merci à toi, hein. Euh, Si vous voulez plus de ressources, être au courant de plein de trucs et de partager tout ça, c'est sur le Telegram de Memento Mori. Si cet épisode vous a encouragé et que vous voulez encourager un frère ou une sœur à réfléchir sur ce sujet-là, n'hésitez pas à partager l'épisode. Mettez-nous des étoiles sur les podcasts, un pouce sur YouTube. Et voilà, c'est cool, ça nous donne de la force. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Salut!